Bonjour à tous, je suis François Gianocaro, donc directeur de l'Institut des risques majeurs de Grenoble. Je vais être amené à animer cette table ronde et je vais appeler à moi le commandant Denis Stinzi. Je le remercie de me rejoindre. Il est accompagné, je les salue, puisqu'ils sont dans la salle, par le lieutenant-colonel Laurent Blanchard du SDIS de la Drôme. Donc ils vont faire une intervention à 3 voix, et ainsi que le lieutenant-colonel Bernard Digonnet de PCS Conseil. Vont me rejoindre également Nathalie Fredericks, je la remercie, elle représente le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la Savoie. Je vais également demander au directeur général des services du TEI qui s'est exprimé de me rejoindre, Emmanuel Buis, ainsi que Philippe Guéguin. Moi, j'ai envie de me retourner sur le TEI. On voit bien que sur le diagnostic d'urgence, il y a eu un problème de coordination. Mon commandant, vous l'évoquiez, la coordination interservices. Donc, théâtre des opérations, la mairie qui se retrouve avec la coordination, d'abord le recensement des personnes qui ont leur bâti qui est endommagé. Et face à vous, vous avez 2 collèges, la FPS, qui est représentée dans la salle aujourd'hui, et les sapeurs-pompiers. Et la difficulté de coordonner tout ce beau monde. Comment ça s'est passé, monsieur le directeur ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, comme ce que je le disais tout à l'heure, les gens viennent en mairie et viennent signaler chez moi, j'ai tel et tel désordre, il faut que quelqu'un vienne pour savoir si je peux rester. Donc on a été, nous, à l'origine du fichier dont vous parliez et dont je parlais tout à l'heure, qui était un fichier un peu au début fait dans l'urgence, donc avec des erreurs d'orthographe sur les noms propres, des gens qui viennent 3 fois parce qu'ils trouvent que c'est trop long, alors ils reviennent s'inscrire. Et en fait, on est tous partis de ce fichier-là, qui était le seul qui existait au départ. Donc, et nous, notre directeur des services techniques, tous les soirs, était amené à produire des listes de bâtiments à aller inspecter. Donc vous imaginez, il était un peu seul au début, à devoir tous les soirs à dire, allez, il y a 40 bâtiments à faire demain, voilà les bâtiments, quoi. Et lui-même a fait des erreurs, enfin voilà, c'était logique. Et c'est vrai que les sapeurs-pompiers et la FPS, au départ, n'avaient que ce fichier-là pour baser leur travail. Donc d'où voilà, quelques difficultés de coordination. Mais je crois qu'après, voilà, les choses se sont faites petit à petit. Les fichiers ont été sécurisés, les choses se sont organisées. Et je sais pas, au bout de 4-5, une semaine, tout, ça rentrait dans l'ordre, quoi. Et puis après, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, ça a reposé sur la mairie de fait de ce fichier. Donc c'est vrai que je redisais, si c'était quelque chose à refaire, ou même il faut l'anticiper, ces fichiers, se dire dans les plans communal de sauvegarde, d'avoir un fichier type sur Excel ou je ne sais pas quoi, et de manière à... Voilà, parce que c'est important ce fichier. Merci. On va aller dans la salle prendre des questions. Vous levez la main, vous vous présentez, le micro circule. Y a-t-il des questions ? Présentez-vous, merci. Bonjour, Stéphane Cartier. Est-ce que le fichier fiscal du rôle de la taxe d'habitation peut être sollicité comme un fichier source, sans université presque, et universel après auprès des interlocuteurs ? Alors ça a été plutôt l'inverse, parce que nous, notre fichier, le fichier ensuite des arrêtés, en fait, puisqu'à chaque fois que donc il y avait une expertise bâtimentaire derrière, nous on prenait un arrêté d'évacuation et les services fiscaux sont venus chercher ce fichier pour dégréver les bâtiments. Ça n'a pas été dans l'autre sens, quoi. Après, ce qui fait foi, c'est le cadastre, voilà, on a et dans petit à petit, on est allé plus fin on ne s'est pas contenté des adresses, mais du cadastre, de manière à ce que ce soit plus, parce que dans un même immeuble, vous pouvez avoir 5-6 appartements, et en fait, c'est là aussi où il y avait de la confusion. Donc voilà. Après, on s'est référé au cadastre et bon, petit à petit, ça a affiné les choses. Mais non, on n'a pas pris les registres fiscaux. Ça a été l'inverse. C'est eux qui ont enregistré. Colonel, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste en complément, ce qui est difficile, c'est le collectif. L'individuel, on repère facilement. Dans le collectif, on a un numéro, mais ensuite, on a des montées d'escalier avec forcément plusieurs locataires. Et ce qui est difficile également, c'est l'évolution dans le temps du bâtiment, parce qu'en 3 semaines, le terrain continue de bouger, et ce qui était vert au début peut devenir orange au bout d'une semaine, ou peut devenir rouge au bout de 15 jours. Et dans le même immeuble, on peut avoir du vert et on peut avoir de l'orange. Et donc, il y a à la fois le fichier,
qui permet de repérer. Mais ensuite, il y a à la fois cette marque visuelle sur le terrain qu'on a dû inventer de toutes pièces avec un code couleur marqué à la bombe, qui permet aussi aux secours et aux services publics de savoir qu'effectivement on est passé et qu'effectivement le pronostic ou le diagnostic qui a été posé est celui de la couleur qui est posée. Avec une difficulté, on peut imaginer la perception des administrés entre celui qui se retrouve dans l'impossibilité de rejoindre son logement et les autres qui ont l'attitude. Oui, mais aussi, comme l'a dit le lieutenant-colonel Blanchard, avec un événement qui s'inscrit dans le temps long et qui est suivi par des personnels différents dans le temps parce que les relèves s'opèrent et que la mémoire de celui qui est passé le premier disparaît. Et donc, il y a à la fois le fichier et il y a à la fois ce mode visuel qui est très important, qui était aussi un peu traumatisant pour la population, on peut en convenir, mais qui était le seul moyen que nous avions trouvé pour se dire on est passé une fois, on ne repasse pas deux fois, ou alors si on repasse, c'est pour faire une confirmation. Merci. Et on va prendre encore une question dans la salle. Je vous reconnais, Raymond Avrier. Je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Dites-nous. On est en train d'aborder la gestion de crise. J'espère que cet après-midi, on va repartir sur la prévention. Et donc, la question qui vous est posée, c'est en fonction de ce qui s'est passé, quelles leçons sont tirées? À l'exception de M. Guéguin, on n'a pas eu d'approche préventive sur la situation grenobloise. Sur 3 types de bâtiments. D'abord, les bâtiments de secours. D'après nos informations, le bâtiment du SDIS, le bâtiment du CHU, l'hôtel de police. Alors, peut-être que la préfecture résistera. Ces bâtiments. Deuxièmement, les services techniques, les éléments qui vont intervenir pour la voirie, les réparations, etc. Et puis, troisièmement, les installations à haut risque, type la plateforme chimique de Pont-de-Clay, l'ILL, Bugey ou le stockage de plutonium de Superphénix. Merci pour la question. On revient naturellement vers vous, Philippe. Vous avez évoqué l'approche vulnérabilité et le travail sur l'opération Vulnéralp qui remonte il y a quelques années sur l'approche macroscopique. Comment partir de ces éléments de diagnostic pour peut-être tricoter ce que serait une préparation des acteurs et le cas échéant, qui dit acteur, dit les infrastructures, les moyens supports qui concourent à une réaction rapide sur un événement subi. Philippe. Oui, c'est une question compliquée que vous posez là. Compliquée parce qu'il y a un territoire et que vous avez parlé de 3 types de bâtiments qui ne sont pas gérés par les mêmes organismes et par les mêmes collectivités. On pourrait même regarder dans l'éducation nationale entre écoles, collèges, lycées, qui seraient potentiellement des bâtiments pouvant servir pour la gestion de crise. Sont 3 collectivités différentes qui les gèrent. Donc on en reparlera cet après-midi de l'aménagement justement, sur des actions qui sont faites actuellement sur des bâtiments stratégiques grenoblois. Mais ce sont des bâtiments stratégiques grenoblois. Il y a d'autres bâtiments à l'échelle de l'agglo, de la métro, qui pourraient aussi servir. Voilà, c'est très compliqué. Pour le risque spécial, on n'a pas abordé le problématique risque spécial. C'est autre chose, c'est une autre organisation. Dans tout ce qui est nucléaire, chimique et autres, c'est une autre organisation. On n'a pas le temps non plus d'aborder tous les types de structures. On s'est focalisé plutôt sur l'aspect, sur les collectivités qui peuvent agir. C'est l'objectif de cette journée. Un représentant des associations agréées de sécurité civile, merci. Le concours, précisez-nous un peu quel rôle vous avez en pareille situation. Je rappelle, la Fédération nationale de protection civile, c'est 32 000 bénévoles. On a une 50aine d'unités territorialisées, voire plus. Votre réaction par rapport aux échanges?
Et ben justement, donc, Laurent Bourque, le directeur de l'urgence et du secourisme de la Croix-Rouge de Grenoble. Moi, j'avais justement des questions un peu sur tout ce qui était soutien aux populations, parce qu'on a beaucoup parlé du bâti et de façon un peu de choses matérielles, on va dire. Mais en termes de soutien aux populations, qui sont une action qu'on fait beaucoup à la Croix-Rouge ou avec mes collègues à côté de moi de la protection civile. Et du coup, quelles actions ont été mises en place pour les sinistrés au Teil? Quels ont été vraiment leurs besoins? C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur des situations d'incendie ou d'inondation à Grenoble. Et donc, je pense que le soutien est un peu différent. Quels sont les besoins matériels que la population a eus? Et dans un deuxième temps, sur la culture du risque, quelles ont été les actions de prévention qui ont pu être mises en place, par exemple en Savoie, sur comment la population peut apprendre à réagir face à un séisme? On a vu qu'il y a eu une espèce de psychose qui s'est mise en place. Comment on peut prévenir ça? Et, ou alors, s'il n'y a rien qui a été fait sur ce point-là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait sur ces actions-là? Merci. Je reformule. Les besoins, vous parliez d'un guichet unique tout à l'heure, et la façon dont les associations agréées ont apporté un concours. Non, il doit être bon. Oui. Si, c'est bon. En fait, il y avait presque finalement deux guichets uniques. Le guichet unique un peu administratif avec la commune, le département, la préfecture. Et effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est... alors, il y a eu énormément de solidarité, comme ça je l'ai dit, mais il y a eu un lieu qui a été dédié à ça, un grand hangar, en fait, dans lequel toutes les associations, Croix-Rouge, Secours catholique, Secours populaire, Protection civile, se sont coordonnées entre elles aussi. Ça a été vraiment important, plutôt que chacun fasse dans son coin. Et ils ont eu le rôle de collecter les dons, parce qu'il y a eu des dons de toute la France qui sont arrivés, alors financiers, mais aussi de matériel, et ensuite de mettre à disposition des sinistrés. Alors des fois, quand il y a un sinistré qui était relogé, il n'y avait plus de machine à laver, de donner ou voilà, des machines à laver. Tout ça, c'est fait sous la coordination de la préfecture en mairie. Alors non, ça s'est fait, c'est plutôt le secours populaire parce que voilà, historiquement sur le Teil, il y a un gros centre du secours populaire et qui a pris la coordination avec les autres associations dans un hangar qui lui avait été mis à disposition par un habitant, dans lequel elle est restée depuis d'ailleurs, voilà, avec une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas supermarché, mais pas loin quoi. Hein. Il y avait vraiment de tout, des habits, voilà. Et il y avait d'un côté nous pour le plus le soutien financier et d'un côté donc les associations pilotées par le Secours populaire pour tous les biens plus en nature, nourriture, vêtements, matériel. Voilà. Bon, la question n'est pas anodine. Hein. On a des élus dans la salle. On est proche des associations agréées de sécurité civile à l'IRMA et on sait très bien, et là je lance un message pour vous, je me fais votre directeur de cabinet comme j'aime à le dire, pour les élus qui sont dans la salle, l'enjeu de se rapprocher dans le cadre des travaux de préparation qui s'inscrivent dans les plans communaux de sauvegarde des associations agréées de sécurité civile qui ont un rôle à jouer, je me fais toujours l'écho, dans l'encadrement des bénévoles spontanés, et il y en a quand des événements surviennent, et au-delà, bien sûr, en appui à la fonction support qu'on a retrouvé sur le Teil, vous l'évoquiez, savoir les soutiens population. On revient maintenant sur la deuxième partie de la question, à savoir la perception de l'événement. Hein. L'événement n'a pas été impactant, il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement, sur tous ces séismes de la Maurienne. Pour autant, ce n'est pas à l'échelle du bassin de l'essaim sismique que vous avez dû réagir. Hein. Philippe Guégam le disait en aparté, c'est la taille de tout ça, la taille du séisme qui est perçue au-delà de la zone de risque, c'est la perception de l'événement. La préfecture de la Savoie se retrouve sur ces séismes répétitifs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Réagissez, merci. Alors, bon, alors ce que j'ai mis en place, c'est effectivement des réunions publiques sur place avec les élus où les élus informaient également la population. Je sais que Sismalp a été interpellé pour intervenir dans les écoles, si je me souviens bien, voilà, aussi parce que des enfants étaient inquiets, etc. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres... Après, bon, bien sûr, il y a eu un site Sismalp que moi, j'avais eu une information par mail à tous les élus, effectivement, et de ce site où ils pouvaient regarder, parce qu'il faut savoir que c'était quand même des magnitudes assez faibles, donc qui n'ont fait aucun dégât, même matériel. Hein. Donc je leur envoyais ce site et ils allaient voir ce site et voir ce qu'il y avait. Et ils répondaient d'ailleurs beaucoup aussi à des questionnements sur votre site, si je me souviens bien. Merci. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, après, il y a eu aussi de la diffusion d'infos via les communes de la vallée, notamment puisqu'ils en ont profité pour refaire leurs fiches d'ICRIM et leurs fiches PCS. C'est quoi ce gros mot d'ICRIM? Il y a peut-être des gens dans la salle qui ne savent pas. Document d'information communale, risque majeur, etc. Donc c'est un document public qui doit être dans toutes les mairies, à disponibilité des habitants. Et puis, effectivement, essayer de... on a été pas mal en relation avec les maires, en fait, des communes qui étaient un peu démunies par la durée et par l'origine du phénomène, sachant qu'au niveau historique, il y avait, depuis qu'on fait de l'observation, en tout cas sur les Alpes, avec Sismalp, il n'y a pas eu de séisme particulier sur ce secteur. Alors, le directeur général des services du TAI me le disait, le besoin de communication, d'information vers les habitants qui étaient devant la mairie et qui cherchaient à avoir de l'information, des éléments d'explication sur le séisme. Je crois qu'il y a une question dans la salle et je rappelle par rapport aux deux questions qui... Ouais, tu rajouteras quelque chose, qui ont eu lieu ce matin sur le bâti. C'est clair que le bâti doit être configuré, mais au-delà, on l'a vu sur la catastrophe d'AZF Toulouse, sur certains bâtis qui étaient confinables, les gens sont partis en courant. Donc la réalité, elle est complémentaire, c'est d'une part le bâti et l'organisation, le fonctionnement en interne. Je fais allusion à la mise à l'abri. Merci pour le micro. Madame, vous allez vous présenter. Philippe Guéguin, vous voulez rajouter quelque chose ? En même temps. Rajouter sur le fait d'intervenir. Donc ça, on a fait un retour d'expérience avec les maires de la vallée. Donc effectivement, un peu de comportement irrationnel de la part de la population. On parle de séisme magnitude 2 en grande majorité. Un peu, c'est monté à 3,5. Mais quand même, la grosse majorité, c'est séisme de magnitude 2. Donc comportement irrationnel, fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux très rapidement. Et donc, le fait d'intervenir a complètement atténué l'angoisse des populations et a stoppé la diffusion de fausses rumeurs et autres. Donc, d'où l'intérêt d'intervenir rapidement. On ne répond pas à toutes les questions. Je n'ai pas la prétention de dire combien de temps ça va durer et puis qu'est-ce qui risque. C'est pas ça. Mais en tout cas, d'apporter des éléments sur le phénomène qui se produit, étant donné que ça, c'était un peu particulier. La difficulté de devoir gérer les réseaux sociaux. Merci Philippe. Présentez-vous. Merci. Oui, bonjour et merci surtout des présentations qui nous ont été faites ce matin, qui sont très variées et sur l'ensemble, sur beaucoup du territoire rhône-alpin. Donc c'est d'autant plus intéressant que ma question... je suis présidente de Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et donc la problématique, c'est comment on informe la population. J'ai eu aussi un passé de recherche et de formateur. Comment l'éducation nationale s'empare du problème, comment les ERP qui ont la responsabilité du personnel et des passages de la population sont informés dans le cas d'un incident, fût-il de petite importance, tant mieux, mais s'il était de plus grande importance, quelles sont les mesures qui ont été prises et quelles sont les formations qui sont données aux salariés. Merci. Merci pour votre question. Moi, j'ai envie de me retourner, aller dans la salle. Je sais qu'elle a entendu chacun sa question. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble et qu'est-ce que vous avez fait sur la thématique sismique et au-delà sur les communautés scolaires en matière d'éducation, voire d'autres opérateurs, les établissements recevant du public. Je sais qu'on est au musée de Grenoble. L'IRMA a pu travailler historiquement avec la ville de Grenoble sur la mise à l'abri en cas d'événement. Dites-nous en plus, Nathalie Chavanis, présentez-vous. Nathalie Chavanis, donc responsable du pôle résilience territoriale de la ville de Grenoble. Je vais intervenir tout à l'heure pour présenter quelques actions en cours de réduction de vulnérabilité sur du bâtiment municipal, pour commencer. En ce qui concerne l'information des populations, donc effectivement, nous aussi, on a le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, qui est diffusé aux habitants. On a des infos en ligne et puis on réalise des actions de sensibilisation auprès des scolaires.
Donc, avec une collègue qui est ici, on a conçu un jeu et on est intervenu dans plusieurs écoles grenobloises il y a 2 ans avant le Covid pour sensibiliser les enfants, présenter des actions qui sont réutilisables par les enseignants ou par des animateurs du périscolaire. Donc c'est une piste de travail à poursuivre sur la sensibilisation. Et puis en ce qui concerne les établissements recevant du public, donc là François me donne la parole peut-être pour évoquer les POMS, les plans d'organisation et de mise en sûreté. Donc, qui sont des plans, l'IRMA était à l'initiative de ces éléments, étant donné que dans les écoles, on a des plans particuliers de mise en sûreté. L'IRMA a eu l'idée, donc on était tout un groupe de travail pour concevoir ces plans, de les développer dans tous les autres ERP, pour que les responsables des ERP se préparent en amont, à savoir où est-ce qu'ils mettraient à l'abri le public et les personnels qui travaillent dans les ERP, comment ils les alertent, voilà, pour se préparer à la gestion de crise dans les ERP. Donc on a des outils, on a des plans qui existent, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, donc on est sur la bonne voie. On n'est pas forcément très nombreux pour déployer tout ça, mais on y met toute notre énergie. Donc peut-être que tout n'arrive pas au bout. En tout cas, vis-à-vis de votre association, qui est sûrement en lien, par exemple, avec le SPI, je suppose. Donc c'est un partenaire commun sur lequel on pourrait travailler, faire aussi des actions de sensibilisation, des journées de ce type-là sur d'autres aléas. Il y a un vrai travail d'implication civile et citoyenne qui ne dépend pas simplement des responsables. Et c'est bien français, on attend tout du dessus, alors que la réponse demain, elle est collective, elle est territoriale. Et l'enjeu, il est là. Je rappelle une actualité sur les journées POMS, parce qu'il y a quelques initiatives. La prochaine se tiendra sur la plateforme chimique de Vancorex qui nous accueille. Elle aura lieu, je me retourne vers Guilhem qui est en charge, le 29 mars. Il y a encore des places. Dit autrement, et là je vous provoque, c'est qu'il y a des espaces, il y a des tribunes, mais il y a encore des places. On a fait plein côté lyonnais. Il y a des places, on est à 13 inscrits le matin, il y a 7 inscrits l'après-midi ou un peu moins. Donc profitons-en, il y a de l'Europublic là-dessus, c'est à l'initiative de l'Adréal. On appuie l'opération avec les acteurs du territoire. Ce n'est pas simplement risque technologique, hein, c'est au-delà. Face à la cinétique rapide, comment demain on met à l'abri les publics captifs que sont les salariés, les usagers, à l'instar de ce que font la communauté scolaire et l'encadrement scolaire. D'autres questions, s'il vous plaît ? Merci, présentez-vous. 29 mars, gardez ça à l'esprit, revenez vers l'IRMA, on vous inscrira. C'est gratuit, voilà. Merci, Gilles Kunz, habitant à Grenoble. J'avais une question peut-être plus aux chercheurs. Il m'est arrivé lors de séismes de très faible magnitude de recevoir des messages électroniques après pour demander comment on avait perçu, si on avait perçu quelque chose, etc. etc. Je voulais savoir si c'était uniquement à fin de recherche ou si ça peut servir à une évaluation rapide du sinistre et de ce qui s'y est passé exactement. Question très intéressante. C'est un système... alors, je suis un petit peu surpris que vous receviez un message vous demandant de témoigner. Il y a un système qui existe, qui est porté par... donc, la sismologie est organisée en France. On a parlé du CEA. Le CEA est responsable de l'alerte. Le laboratoire de détection géophysique du CEA est responsable de l'alerte. Et puis, il y a un autre organisme qui s'appelle le RENAS, le Réseau national de surveillance sismologique, dans lequel Sismalp... est intégré, mais également le réseau de Toulouse, le réseau, etc., des Antilles, de l'Est de la France, de Nice. Voilà, on contribue à ce réseau national. Ce réseau national a mis en place également un système qui s'appelle le Didiophilite. Alors, est-ce que vous l'avez ressenti ? Et c'est un système qui permet aux gens de témoigner sur quand un séisme se produit pour savoir comment ils ont perçu le tremblement de terre. Et ça permet d'avoir une représentation rapide de l'étendue de la secousse et également de savoir, d'avoir une idée, alors j'ose pas dire, j'ai des collègues là, ils vont me regarder avec des grands yeux, en tout cas de l'intensité du tremblement de terre sur le territoire. C'est un système, je ne pense
peut-être que vous avez reçu un message vous demandant de témoigner. En tout cas, c'est un système qui est disponible et nous, notre rôle aussi, c'est de dire s'il y a un séisme, allez sur tel site, vous pourrez témoigner et nous, ça nous sert. Ça nous sert pour la recherche, effectivement, hein, mais ça sert aussi rapidement pour avoir une information spatiale. On ne gère pas la crise avec ça. Hein. C'est quand même empirique. Hein. C'est des gens qui témoignent avec un ressenti, une sensibilité particulière. Le séisme, la crise de Maurienne, hein, c'était des magnitudes 2. Parfois, on avait l'impression que c'était des magnitudes 4 qui se produisaient, tellement les gens étaient aussi stressés, etc. Donc, il y a une déconvolution par comment les gens se comportent et la sensibilité. Mais c'est une information qui est quand même utile parce que très rapidement, on sait si il y a eu quelque chose d'important ou de pas important. Il y a eu un séisme récemment vers Guillestre, là, dans le sud, hier, avant-hier, à magnitude 3,25, donc pas très loin de Briançon. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de témoignages. Donc on peut se dire le séisme était peut-être un peu plus profond, ou peut-être qu'il a été moins ressenti, donc peut-être moins important. Donc ça nous donne une information quand même, rapidement. Merci Philippe. D'autres questions dans la salle? Profitons-en, on arrive au terme. Moi j'ai envie de me retourner sur nos officiers. Il y a une question, on me signale? Ah, merci. Présentez-vous. Votre question. Merci. Oui, bonjour, Laure Garcia-Tugaillé de la ville de Grenoble au service maîtrise d'ouvrage. On a eu la chance d'être sensibilisés par Marc Givry au risque sismique. Et du coup, ça m'amène une question, mais en tant que citoyenne, il nous a présenté ce qui est fait au Mexique, par exemple. Et ayant été au Chili, j'ai eu l'occasion de faire des exercices. En France, la population ne fait pas d'exercice complet. Au Mexique, il y avait lors de l'anniversaire de leur grand séisme, c'est toute la population qui fait l'exercice, pas seulement dans les classes, parce que je pense que tous ceux qui ont plus de 30 ans n'ont pas fait d'exercice dans leur vie. Voilà, est-ce que c'est d'actualité en France et sinon, pourquoi est-ce qu'on a des séismes moindres, etc. Merci. Alors, merci, c'est une belle actualité. Elle est législative, puisqu'on a une loi 1520-2021 pour la référence, qui vient d'être publiée au journal officiel au mois de novembre et qui entend imposer les entraînements, les exercices et, le cas échéant, également légitimer les intercommunalités à être opérantes dans cette coordination interservice. Demain, dans cette préparation, la métropole de Grenoble est représentée. Il y a eu des exercices d'état-major, je le signale, parce que sinon on dit qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a eu un exercice de sécurité civile intercommunale la semaine dernière, il y a 15 jours, sur la problématique risque inondation. On y travaille. Je vais me retourner vers les pompiers, parce que tout ça, c'est un peu comme au foot. On s'entraîne. Vous faites quoi, vous, pour être opérant le jour de la crise? Vous vous entraînez? Oui, déjà, c'est une très belle question. Et en effet, je crois que l'implication citoyenne sera sûrement une réponse à tout un tas de situations. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la loi Matras, en effet, nous redonne beaucoup d'élan au travers de la commune, mais aussi de l'intercommunalité. On le voit, les intercommunalités gèrent de plus en plus de problématiques. Et donc cette loi, elle incite en effet à organiser des exercices, à réfléchir sur cette problématique de comment on s'organise en gestion de crise. Parce que ce qui est très intéressant, et la réponse des services d'incendie et de secours, aujourd'hui on est sur une thématique sismique, mais notre organisation opérationnelle nous permet de faire face à une tempête, à des inondations, à tout un tas de situations qui mettent en péril et qui désorganisent nos structures finalement. Voilà. Donc on s'aperçoit, et on le disait tout à l'heure, les exercices sont très importants. Ils peuvent s'organiser en effet à tout un tas d'échelles. On l'a vu avec les attentats. La réponse aux attentats, on ne savait pas faire. Et on a appris à travailler avec la police, avec les gendarmes. Et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers deviennent force concourante. C'est le terme. Donc on s'aperçoit que l'organisation, c'est du vocabulaire. On l'identifiait dans le diaporama tout à l'heure. C'est une culture qui est partagée. Voilà, ça grésille un peu, je m'en excuse. Voilà, donc des exercices à tout un tas d'échelles. Vous qui êtes dans un service, vous pourriez très bien solliciter votre responsable pour dire, voilà, ce qu'on pourrait faire une matinée qui justement nous mobiliserait.
vous pouvez solliciter le SDIS de l'Isère, je sais qu'un collègue est là, pour dire est-ce que vous pourriez nous aider à organiser? On l'avait vu, alors en effet, Mme Frédéric l'indiquait, dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, souvent à hauteur des départements, hein, les SDIS travaillent avec des villes. Et nous, en 2015, en Maurienne, alors c'était avant les seins sismiques, hein, mais on avait eu à Barcelonnette, hein, en 2015, il y avait eu une secousse sismique qui nous avait, je dirais, dit, bah, tiens, en effet, ça peut arriver sur nos territoires. Et on avait fait sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne un exercice d'ampleur, avec le soutien, en effet, hein, de notre conseiller technique zonal, où on a mobilisé 200 sapeurs-pompiers pendant 36 heures pour justement se mettre en situation avec la phase 2 du plan communal de sauvegarde pour apporter une réponse complète. Écoutez, l'IRMA accompagne les collectivités en la matière. Les chiffres 2021, je parle sous couvert de Guilhem, on a fait 54 entraînements exercices en Auvergne-Rhône-Alpes avec à peu près 1 millier de personnes qui ont participé. Depuis 2018, on est à 273 entraînements exercices. Je distingue les deux, hein, parce qu'avant d'aller en compétition, eh bien, on s'entraîne. Et pour à peu près 3500 personnes touchées, il y a des initiatives, elles sont à l'initiative des maires et on apporte un concours. D'autres opérateurs interviennent. Moi, je suis sensible au fait, vous êtes intervenu il y a quelques instants, que les associations agréées de sécurité civile, maintenant, systématiquement, il faut le signaler, sont associées à ces exercices partiels de terrain. Quand on associe la population, l'enjeu, c'est d'aller là-dessus. Mais croyez bien qu'avant d'aller vers un exercice partiel de terrain, pour qu'il ait toute sa portée pédagogique, il faut passer par des phases d'entraînement. Et l'enjeu, c'est également avec le législateur d'aller vers une généralisation des entraînements et des exercices. La loi va nous y aider. Je voyais un bras levé. Présentez-vous, merci. Bonjour, Céline Erhardt, Grenoble-Alpes Métropole, mais là, je voulais réagir plus aussi comme citoyenne, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire. Et moi, la question qui m'anime là, c'est la question du sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on entend bien qu'il faut se préparer, qu'il faut faire des démonstrations, mais j'étais en train de me dire aussi, est-ce qu'une possibilité ne serait pas de re-questionner le sens de tout ça et le sens de notre lien à notre environnement, où est-ce qu'on habite? Il y a des choix, il y a des non-choix, et à un moment donné, c'est quelque chose que moi j'aime assez questionner, c'est-à-dire pourquoi on fait tout ça. Bien sûr, c'est la protection, bien sûr, c'est à un moment donné être prêt à faire face à un risque, mais à un moment donné, justement, l'entrée un peu pédagogique sur la prévention, sur la sensibilisation et la formation, c'est bien aussi pour moi le sens de où j'habite aujourd'hui, le sens du lien, du collectif, et on voit bien que la solidarité, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, je trouvais que c'était, enfin voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, et je me dis que peut-être ça peut être aussi quelque chose qu'on peut partager, le sens en fait. Je crois que votre intervention en tant que citoyenne, et j'y répondrai en tant que citoyen, fait écho à la situation Covid que nous avons tous vécue. Et d'un citoyen informé, il faut aller vers un citoyen prévenant, mais qui demain s'impliquera, comme on l'a vu sur certaines communes où les habitants ont participé en apportant des paniers auprès des personnes vulnérables qui ne pouvaient pas sortir pour raison de mise à l'abri, de confinement. Et le sens sociétal, il est peut-être là. Moi, j'ai envie de dire, on a des sociologues dans la salle, j'ai envie de leur donner la parole. Allez, ils sont légitimes à intervenir. Elle vient d'être recrutée à la ville de Grenoble. Elle est responsable de la résilience. Allez, on ne se cache pas. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, la sociologue? Donc oui, sur le rôle du citoyen et la façon dont demain, on peut donner un sens sociétal à cette réflexion. Bonjour. Alors je suis en fait très gênée parce que les sociologues travaillent sur les collectifs et les organisations et aussi bien sûr sur les gens, mais la place du citoyen tout seul, posée comme ça, franchement, je ne veux pas répondre. Je suis trop inconfortable. Au niveau collectif, c'est en train de se faire. Moi, j'ai été frappée, et dans le bon sens, par le fait qu'au début de la table ronde gestion de crise, les questions qui ont été posées concernaient la prévention et la réduction de la vulnérabilité. Et Dieu sait que j'ai un tropisme personnel pour la gestion de crise, mais
Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en fait, que la gestion de crise perde un peu de son attrait du point de vue des gens qui sont là, pour qu'on se pose la question de la prévention en amont, en fait. Parce que c'est quand même là que va se jouer le fait qu'on puisse gérer les crises, parce qu'on aura limité la vulnérabilité des structures, etc. Et je pense que par rapport à quelques années, on a une bascule qui est vachement intéressante, et on se pose la question comment faire l'information. Et je pense que ça commence à percoler, en fait, et que c'en est le signe quand on commence à se poser la question de la prévention et de la réduction de la vulnérabilité avant la question de la gestion de crise. Il me semble que c'est une bonne chose. C'est un tout. Ah mais je parle pas de hiérarchisation, en fait. Je dis que la gestion de crise, elle attire et elle intéresse, et c'est là qu'on sauve les gens. Et souvent, les gens, quand ils sont soumis, ils se disent « Merde, je suis en zone sismique, Grenoble, ça craint ». La question de la gestion de crise, c'est la première question qui se pose. Comment on va sauver les gens, comment on va nous sauver, etc. Et au moment de la table ronde gestion de crise, alors que cet après-midi, c'est affiché, on va parler vulnérabilité, réduction de la vulnérabilité, la question de la vulnérabilité vient en premier, et je le note et je m'en réjouis, en fait, pas dans le sens d'une hiérarchisation pour l'action, mais dans le fait que la question de la prévention percole fortement. Si je reviens aux citoyens, le problème, c'est s'il sort en courant de son domicile et qu'il se prend une cheminée sur la tête, parce que quelques cheminées vont tomber quand même, hein, on n'est pas non plus à la Martinique, c'est des réalités. Je vous remercie tous pour votre niveau d'attention, vos questions. Je remercie les intervenants à cette table ronde, on les applaudit.